moment de notre naissance, nous sommes déjà vivants depuis plus ou moins 9 mois. Ce moment de la grossesse est un moment sacré. C'est un voyage initiatique aussi bien pour l'enfant qui s'apprête à venir au monde que pour la maman qui porte cet enfant, mais aussi pour tout l'entourage, y compris le papa dont on a tendance à moins parler. Dans ce podcast, c'est vraiment tout ce temps-là qu'on va explorer en détail. À la fois, on va se demander comment accompagner une grossesse par une constellation familiale pour mieux accueillir la vie et préparer un espace plus libre pour l'enfant qui vient au monde. On va aussi parler des étapes charnières d'une incarnation, les 3 grandes étapes qu'on peut trouver pendant les 9 mois de la grossesse, à la fois pour le bébé, mais aussi en tant que maman ou en tant que futur parent. Et de manière plus large, on va regarder un petit peu quel est le sens spirituel de notre incarnation. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans à la fois les moments de notre vie pour éclairer ce qu'on vient vraiment faire dans ce monde humain. Pourquoi certains choix? Est-ce qu'on choisit vraiment notre famille? Est-ce que le karma familial nous impacte dès notre naissance? Comment on peut prendre sa place d'une manière authentique même après de nombreuses années? Et comment on peut aussi éclairer certaines angoisses, certains blocages ou certaines peurs à la lumière de notre vie intra-utérine, c'est-à-dire toute cette période durant laquelle on est en union à la fois physique mais aussi émotionnelle avec notre maman et dans un état en fait de conscience qui est quasiment éveillé, c'est-à-dire une conscience qui absorbe tout, qui absorbe toutes les informations sans avoir pourtant le potentiel du langage, mais à ce moment-là, c'est la conscience qui est bien plus lumineuse, bien plus intelligente, qui comprend, qui absorbe tout, mais aussi qui va se préparer à reproduire des schémas qui l'ont précédé. Et c'est dans ce sujet riche que je t'invite maintenant à me rejoindre juste après ce générique. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Juste avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont rejoint le cercle. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain cercle de parole. Et sachez, suite à vos nombreuses questions, que vous pouvez rejoindre le cercle à tout moment. À la fois les soins énergétiques, les méditations guidées, les rituels, les exercices, tous les enseignements, y compris les transmissions sacrées qui se préparent dans cet espace, sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans votre espace personnel. Donc, vous pouvez adapter simplement le processus de guérison à votre rythme, vous approprier les choses. Vous verrez qu'en commentaire des contenus, il y a plein de partages entre les membres du cercle. Donc voilà, c'est une joie d'avoir pu initier ce projet qui trottait dans ma tête depuis longtemps, mais en même temps je sens que c'est le bon moment et j'ai hâte de pouvoir vous transmettre plein de choses, mais aussi apprendre beaucoup de vous. Aujourd'hui, tout ce que je vous transmets, c'est des choses que j'ai apprises à travers les messages avec les guides. C'est issu de mes lectures, de mes expériences en constellation familiale, de mon travail personnel, du travail que j'ai pu faire en EMDR, des nombreuses sessions avec vous, des centaines de sessions autour de ces thèmes-là de la maternité, de l'incarnation, du processus avant la naissance, c'est-à-dire des libérations sur la mémoire cellulaire, la vie intra-utérine, et aussi, et encore récemment, le travail sur la thématique des jumeaux cachés. Donc peut-être que vous aurez d'autres visions de certaines choses que je partage et je suis bien au contraire très très heureuse de pouvoir les lire en commentaire. On est simplement là pour s'apprendre mutuellement ce qu'on sait, ce qui est issu de nos expériences et c'est toujours intéressant de pouvoir comme un puzzle compléter les visions des choses qu'on a pu découvrir, lire et recevoir au fil de notre chemin humain. Déjà, ce qui se passe au moment de notre incarnation, eh bien, c'est que notre âme, notre conscience est présente au moment de la conception. C'est vraiment à l'instant même de la conception que la conscience intègre le corps de la maman, la matrice, et qu'elle se rend déjà présente et déjà disponible pour le processus de gestation qui se prépare. Et que ce processus de gestation aille jusqu'au bout ou pas, c'est très important de retenir que ça va être le choix de l'âme qui est présente.
Quand on travaille ensemble sur les thématiques d'IVG, d'IMG, de fausses couches, etc., il y a beaucoup parfois de douleurs émotionnelles autour de ce sujet. Mais c'est très important de savoir qu'une âme qui vient s'incarner, même si en apparence elle fait juste quelques millimètres au début, où elle naît comme un bébé totalement dépendant des adultes qui l'entourent, c'est avant tout une âme souvent assez ancienne, qui a déjà une sagesse, qui a déjà un chemin de vie tracé, qui a aussi des choix à faire dans les paramètres de son incarnation. Et dans certains cas, une âme n'est pas totalement encore prête à s'incarner totalement. Donc elle peut parfois accompagner une autre âme dans son processus d'incarnation. C'est ce qu'on appelle le jumeau caché. Dans les 8 premières semaines de la gestation, il peut arriver, je l'ai vu fréquemment quand on a travaillé sur l'inconscient ensemble, eh bien on a fréquemment un des 2 bébés qui disparaît. Et tout ça, même si parfois c'est douloureux et ça prend du temps pour les vivants de comprendre ce qui se passe, pourquoi une grossesse ne va pas au bout, eh bien ça appartient au choix d'une âme. Mais c'est aussi une âme, il faut pas l'oublier, qui intègre un système familial. Donc quand par exemple dans une famille une fausse couche intervient, eh ben elle fait écho probablement à un potentiel karmique qui est déjà présent dans la lignée. Il a pu y avoir les mêmes situations auparavant dans la famille, et donc cette âme qui ne vient pas s'incarner pour tout de suite, elle vient rencontrer une maman qui a le potentiel karmique de peut-être perdre un enfant à un moment donné. J'ai aussi déjà vu des cas, et c'est intéressant de le souligner, où une âme qui est partie 1 fois, 2 fois, 3 fois va revenir et se réincarner dans la même famille. C'est déjà arrivé, c'est pas le cas le plus fréquent, mais on a pu des fois perdre un enfant et cet enfant va quand même naître dans la même famille plusieurs années après. Donc c'est très important de voir que le processus d'incarnation comporte des paramètres à la fois karmiques, à la fois spirituels, à la fois énergétiques, bien plus vastes que notre simple volonté. Et c'est aussi pour ça que la grossesse peut cristalliser beaucoup de zones de doute et beaucoup de questionnements. Au moment de la vie intra-utérine, aussi vrai qu'on a l'impression d'être dans un cocon coupé de tout, surprotégé, eh bien, on est aussi en totale connexion avec tout ce qui entoure le corps de la maman et aussi sa vie intérieure. C'est un moment de totale fusion avec l'émotionnel de la maman. Donc c'est toujours intéressant si vous avez la possibilité de le faire par rapport à votre situation de vie, de poser des questions, même anodines, sur la vie de votre maman pendant sa grossesse. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'il y a eu des moments charnières pour elle? Est-ce qu'il y a eu des stress en particulier? Ou au contraire, des moments de joie, des enjeux particuliers qu'elle a réussi à traverser facilement? Est-ce qu'il y a eu des décès dans la famille pendant que vous étiez dans son ventre? C'est toujours très intéressant de demander tout ce qui a pu se passer. Est-ce qu'elle a changé d'avis sur un prénom? On verra tout à l'heure que ça a du sens. Il y a plein de questions qui nous paraissent anodines qui plus tard peuvent nous servir dans notre travail thérapeutique ou simplement pour mieux se connaître ou transmettre une histoire bien complète et bien cohérente aux générations futures. Et dans ce moment-là de cette vie intra-utérine, il se passe énormément de choses. Donc bien sûr, il y a comme premier point cette fusion émotionnelle avec la maman. Tout ce qu'elle ressent, on le ressent. Tout ce qu'elle mange, on le mange. Tout ce qu'elle est, on l'est. Il y a une totale union. C'est vraiment une expérience d'union, d'amour inconditionnel très présente. Mais ça ne veut pas dire que c'est un moment de plénitude pour tous les bébés. Il existe des situations, par exemple, où un bébé a perdu un jumeau caché. Même la maman ne le sait pas. Et donc le bébé ensuite va se construire parfois dans une énergie difficile, parfois des peurs se cristallisent à ce moment-là, ou un sentiment de solitude qui va s'ancrer à ce moment-là et qui va suivre pendant longtemps ce petit être dans sa vie. Donc il peut se passer plein de choses. J'ai déjà vu aussi des cas où la maman vit une situation très difficile, voire même dangereuse pour elle-même. Et le bébé, même sans savoir exactement ce qui s'est passé, va en garder des stigmates. Par exemple, si une maman, du fait d'une situation de vie difficile, a ne serait-ce qu'une journée envisagée peut-être de ne pas garder son enfant, eh bien, on l'a retrouvé récemment dans un travail qu'on a fait avec une personne. Eh bien, on retrouve cette trace dans des sentiments d'illégitimité, des sentiments d'essayer de prendre sa place mais de ne jamais la trouver, et puis la peur qu'il arrive quelque chose de soudain. Le plus souvent, c'est des peurs qui vont vraiment se mettre dans le corps. La mémoire cellulaire va se réveiller et donc on va ressentir dans le corps des émotions qui paraissent beaucoup plus fortes que ce que la réalité devrait amener.
C'est-à-dire qu'on a des réactions disproportionnées à certains stimuli, à certaines situations de vie, à certaines relations et à certaines échéances dans notre vie. Et c'est important dans ces moments-là de pas se juger. Il faut vraiment y voir un indice dans mon expérience quand on a une réaction très forte à une situation anodine pour la plupart des gens, c'est que ça se situe vraiment dans l'inconscient, que ce soit l'inconscient familial, l'inconscient de la vie intra-utérine. En tout cas, c'est toujours relié à des mémoires anciennes et même des fois des informations qu'on connaît au fond de nous, mais qui n'ont jamais été verbalisées, ni par notre entourage, ni par nous-mêmes, parce qu'on en a conscience et connaissance uniquement de manière inconsciente, subconsciente, comme des choses qui sont avec nous depuis toujours, mais du fait qu'on les a jamais dites ou qu'on ne les a jamais entendues ou que personne ne nous les a vraiment dites, c'est par exemple le concept des secrets de famille, eh bien ça agit sur nous, c'est pleinement présent dans notre quotidien et notre manière de vivre et notre personnalité, mais on n'a pas encore pris conscience de la racine véritable de ça pour pouvoir le déconstruire. Et ces 9 mois de la gestation sont vraiment sacrés d'une certaine manière. Tomber enceinte, c'est bien plus qu'une aventure physiologique, c'est vraiment un passage initiatique, un seuil entre 2 mondes, 2 identités. C'est un espace de création pure qui rentre en fait dans une famille, dans un couple, dans le système aussi transgénérationnel. Et donc cet espace, c'est un espace aussi de transmission. On transmet des nutriments, on transmet de l'amour, on transmet des projets, des attentes, mais on transmet aussi une histoire. Il y a la transmission de l'amour au premier plan, mais on transmet aussi des mémoires anciennes. On dit souvent que, par exemple, la cellule qui a créé notre corps était déjà présente dans le corps de notre grand-mère, et ce qui est vrai physiologiquement et scientifiquement aussi. Donc toutes ces mémoires anciennes, ces schémas familiaux, y compris des choses très positives en termes de qualité qu'on peut retrouver dans les membres de la lignée, tout ça c'est déjà présent avant même qu'on vienne au monde. Et avant même le premier souffle, la première tétée, le premier bain, toutes ces étapes qui viennent nous faire sentir que la famille prend forme et prend pleinement corps, eh bien l'enfant qui grandit à l'intérieur, l'enfant qu'on a été ou l'enfant qu'on peut porter en soi si on est enceinte, eh bien cet enfant reçoit une histoire aussi, l'histoire des personnes qui l'ont précédé. Même sans la verbaliser, même sans la connaître soi-même, il y a comme c'est ce qu'on retrouve quand on dit l'ADN par exemple, c'est une transmission génétique en fait, et c'est ce qu'on retrouve dans le travail de psychogénéalogie, en constellation familiale, ou pour ceux qui l'ont vu dans la série le chemin de l'Olivier qui tourne autour du travail de constellation familiale qui est très intéressante sur Netflix. Donc le temps de la grossesse, c'est vraiment un moment très précieux pour initier, par exemple, un travail de libération des mémoires, de questionnement. C'est aussi un moyen de trouver un positionnement en tant que mère qui va être sain pour soi, accompagner le futur papa aussi dans ce processus-là. L'idée, c'est de faire toutes ces étapes intérieures de travail sur les mémoires familiales, non pas depuis un espace de peur. Il s'agit pas de le faire depuis l'idée « j'ai peur de transmettre du mal » et de déjà se mettre dans une posture de culpabilité qui est très fréquente pour les parents que je vois autour de moi. Mais c'est vraiment par amour profond. L'envie vraiment d'offrir à un enfant le terrain le plus libre, le plus harmonieux, le plus lumineux possible, le champ des possibles le plus large pour accueillir son âme sur terre. Et tout ce qu'on fait depuis un espace d'amour, depuis une envie de donner quelque chose de positif plutôt que par peur du négatif est toujours beaucoup plus fertile, beaucoup plus porteur. Donc ici, on va vraiment explorer la dimension sacrée de la grossesse. On va regarder quels sont les outils qui sont entre nos mains et comment on peut aussi se comprendre soi-même à la lumière de toute cette période qu'on a vécue dans le ventre de notre maman. Tout à l'heure, je vous disais que on arrive au moment de la conception, c'est-à-dire que notre conscience, elle prend pleinement place dans le corps de la maman. Ça, c'est un premier point. Mais on va dire notre arrivée dans le monde, elle se prépare même un peu avant. Par exemple, pour les personnes qui essayent de procréer, c'est une information que j'avais eue de la part des guides, mais aussi qu'on a pu constater en séance avec plusieurs d'entre vous. Quand on a cette envie de procréer, on a des ressentis qu'il y a des âmes, des identités plutôt masculines ou féminines qui sont en présence. On a une intuition qu'on pourrait avoir un garçon, une fille, des jumeaux. On a comme ça des instincts. C'est important de se dire qu'en fait, c'est parce que les âmes, pour dire ça un peu de manière humoristique, étudient le dossier des parents.
C'est-à-dire qu'une âme, elle a des enjeux karmiques, elle a des choses à apprendre, elle va choisir certains manques dans les lignées familiales et aussi en cohérence avec son karma. Elle va choisir des lignées où il y a des choses positives, d'autres un petit peu moins, qui sont en cohérence avec ce qu'elle a à apprendre en tant qu'âme individuellement. Et donc, elle va un petit peu rôder autour des parents potentiels pour voir si c'est là qu'elle décide de s'incarner. Et ça, on le retrouve dans le travail de numérologie karmique tibétaine. Quand on fait vos thèmes, on voit bien que les prénoms, les dates de naissance, le moment précis où vous venez au monde, parfois même l'heure de naissance, etc., c'est jamais choisi au hasard parce qu'en fait, ça vient placer votre naissance et donc l'ensemble de votre vie et de votre incarnation sous, on va dire, l'égide d'une énergie particulière qui va vous apporter des forces, des défis en particulier, des étapes de vie à des âges très précis, des apprentissages spirituels vraiment très importants pour votre vie présente et votre vie suivante. Il y a vraiment plein de paramètres qui dépendent de ces simples informations qu'on retrouve dans notre état civil et elles sont vraiment pas choisies au hasard. Et donc, dans les traditions ancestrales tibétaines, bouddhistes, mais aussi amérindiennes ou chamaniques, on parle vraiment de ça, de l'âme de l'enfant qui choisit ses parents, qui se prépare à venir avant même la conception elle-même. Et donc, cet espace intra-utérin, il est vraiment comme un monde de transition, un espace entre deux incarnations dans lequel se met en place bien sûr l'aspect physiologique et physique des choses, très important pour pouvoir s'adapter au monde conditionné par le corps dans lequel on est, mais aussi plein d'autres conditionnements qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus inconscients, qui viennent vraiment amener les premiers conditionnements, y compris émotionnels pour un enfant. Et ces 9 mois, vraiment, eh bien, il constitue 3 trimestres distincts et on parle aussi de trimestres dans le suivi médical. Et ces 3 phases, elles sont vraiment des occasions d'une alchimie profonde. Le premier trimestre, c'est vraiment celui un peu de l'enracinement. C'est vraiment le moment où l'embryon cherche à s'ancrer. C'est là aussi où parfois remontent les premières angoisses, les premières peurs, parfois héritées. Et c'est là que ça va être intéressant de se demander est-ce que ça vient de moi ou est-ce que j'ai l'impression que c'est une peur qui n'a pas de sens avec le vécu que j'ai personnellement. Et donc, c'est là qu'on peut voir un petit peu les difficultés à tenir une grossesse, la peur que ça puisse ne pas tenir, et puis parfois lire aussi des résistances inconscientes à accueillir une nouvelle vie, qui vont pas forcément être personnelles, qui peuvent venir de la lignée et de son histoire. Donc c'est un moment de stabilisation, et c'est à ce moment-là que c'est très intéressant d'écrire, de s'écouter, de regarder ce qui se passe, y compris à l'échelle de la famille, parce que quand une nouvelle vie se prépare à arriver dans une lignée, il y a plein d'autres lignes qui bougent tout autour. Donc c'est un moment très enrichissant dans lequel on a besoin de stabilité, de trouver son ancrage et de commencer à dessiner les contours du parent ou de l'accompagnant qu'on veut devenir pour cet enfant. Et ensuite, on a ce deuxième trimestre qui est celui du lien. C'est souvent vécu plus comme un souffle, comme une ouverture, le ventre s'arrondit, les mouvements commencent. C'est vraiment le temps de la communication subtile avec l'âme de l'enfant. Beaucoup de femmes enceintes peuvent décrire cette période comme une connexion profonde, parfois presque mystique avec l'âme du bébé, sauf dans des cas très particuliers que j'ai pu voir en séance où il y a vraiment des blocages émotionnels importants, où il y a presque un refus du bébé et là il y a un suivi particulier à mettre en place, y compris médicalement. Et puis on a ce troisième trimestre qui est la préparation du nid intérieur. Le corps se prépare à l'ouverture ultime et donc sur le plan spirituel, c'est vraiment le moment assez sensible où les mémoires les plus profondes peuvent remonter, notamment celles liées aux accouchements difficiles dans la lignée maternelle. Mais l'accouchement et la préparation à l'accouchement, notamment si elle est faite de manière active, peut aussi réveiller des mémoires liées à notre propre lien à notre maman. En devenant maman soi-même, on se connecte sur le plan inconscient à toute la lignée des femmes qui nous a précédées, à commencer par notre mère. Et là aussi, en fonction des prédispositions de la lignée, du karma familial, ça peut faire émerger des émotions, des pensées, des conditionnements auxquels on n'était pas préparé ou pas forcément, ou dont on n'était pas forcément consciente. Donc ça va être là qu'il est intéressant d'étudier ce qui se passe, d'écrire, de parler et puis peut-être de travailler à travers le système très simple mais en même temps extrêmement profond de la constellation familiale. Donc la question intéressante, c'est de se demander mais finalement qu'est-ce qu'elle reçoit l'âme de l'enfant quand elle est in utero. Et les recherches en psychologie prénatale et spécifiquement les travaux de Stanislas Grof sur les matrices
périnatale ou les recherches de Thomas Verny qu'on retrouve dans La vie secrète de l'enfant avant sa naissance montrent que le fœtus est un être totalement perceptif, sensible, qui enregistre les émotions de sa mère, les tensions du couple, le stress environnant, les questions qui sont soulevées, les interactions. C'est un champ d'information très abouti, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et donc, on en sait plus au moment où on est fœtus parfois qu'une fois qu'on est né. Et donc, sur le plan transgénérationnel, c'est très important de se souvenir que cet enfant qui est là, qui est déjà en interaction avec nous d'une manière ou d'une autre, naît dans un champ familial, un champ d'information. Et donc, il s'intègre dans une histoire collective qui est invisible, mais qui est extrêmement puissante pour ses membres et parfois qui agit sur ses membres malgré leur volonté. Et donc, il hérite non seulement d'un ADN, mais aussi d'une mémoire cellulaire, émotionnelle, qui est transmise de génération en génération. Et c'est toujours important de se souvenir qu'elle contient des choses extrêmement positives, des qualités de cœur, des choses qui ont été accomplies intérieurement par les ancêtres, mais elle contient aussi des dynamiques qui s'imposent aux humains, là où ils auraient envie de trouver plus de liberté. Et c'est là que la constellation familiale et la grossesse se marient extrêmement bien, parce qu'on peut aborder la famille comme un système vivant, bien avant qu'elle ne soit on va dire figée ou beaucoup plus cristallisée par la naissance d'un enfant. En systémie familiale, la famille est un organisme en fait, et donc les lois invisibles qui y président sont actives et elles sont très précises. Et c'est là par exemple que la constellation familiale, qui est basée sur les travaux de Bert Hellinger, le fondateur de ce système, là-dedans on met en lumière ces ordres du clan. Chaque membre a besoin d'avoir sa juste place, d'être vu, d'être honoré, d'être inclus. Et quand c'est pas le cas, par exemple dans une lignée où un ou plusieurs ancêtres ont été exclus, qu'une mort n'a pas été pleurée, qu'un secret a été enfoui, eh ben il y a une perturbation qui est parfois physique, parfois émotionnelle, parfois systémique dans l'existence des gens, qui va se propager aux générations suivantes. Et donc quand un enfant arrive dans ce champ de conscience, quand il intègre cette famille avant ou après sa naissance, bien, il peut inconsciemment porter quelque chose qui ne lui appartient pas. Et bien sûr qu'il peut en prendre conscience qu'une fois adulte, et c'est le cas pour la plupart des gens, et c'est ok, ce qui sera vécu avant n'est pas une anomalie, ça fera partie de son chemin. Mais on va dire que si cet enfant a le karma d'avoir une maman qui va faire ce travail en conscience pendant la grossesse, eh bien, c'est toujours aussi intéressant. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, il faut juste suivre son instinct et se dire, si j'ai l'élan de le faire, c'est aussi ma connexion avec cette âme qui me permet de le faire, et c'est toujours important de le faire depuis un espace très serein et libre de culpabilité. L'idée, c'est de vraiment préparer spirituellement la famille au sens le plus large avant une naissance. C'est offrir un terrain allégé à un enfant qui vient, que ce soit l'aîné ou non. Et il y a vraiment l'idée de faire cet acte-là avec une idée d'amour profond envers les générations futures. Et donc, qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? Si jamais toi qui m'écoutes, tu n'es pas familière ou familier de cette thématique, le transgénérationnel, c'est vraiment l'ensemble des héritages psychiques, émotionnels et comportementaux qui sont transmis d'une génération à l'autre au sein d'une lignée familiale, maternelle ou paternelle. En constellation familiale, en tout cas, de la manière dont je travaille en séance individuelle, on travaille toujours sur une seule lignée à la fois, parce que c'est déjà des systèmes assez complexes, et ça nous permet d'être précis et précises et de ne pas mélanger des informations qui ne sont pas reliées de manière ancienne et fondamentale. Et donc, c'est vraiment pas une croyance ésotérique, en fait, c'est vraiment l'épigénétique, cette science qui étudie comment l'environnement modifie l'expression de nos gènes sans en changer la structure, valide aussi ce que les thérapeutes et les guérisseurs observent depuis des décennies et intègrent dans les démarches de constellation familiale ou des pratiques associées de libération des mémoires familiales et de la mémoire génétique, de la mémoire cellulaire aussi. Donc, par exemple, les travaux assez pionniers de Nicolas Abraham, de Maria Torok ont aussi introduit le concept de crypte et de fantôme. Là, on retrouve en fait les thématiques des secrets de famille, des traumatismes non résolus, qui sont des choses qui en fait vont s'incruster dans le psychisme des vivants et qui vont être transmises inconsciemment aux enfants, puis aux petits-enfants, comme un fil qu'on se passe mais sans le voir. Et donc, on a aussi cette personne de référence que vous avez déjà sûrement lu ou entendu, Anne Ancelin Schutzenberger, dans son ouvrage Aïe mes aïeux, qui est le premier, moi, que j'ai lu quand j'ai découvert le transgénérationnel il y a de nombreuses années, a documenté là-dedans avec précision ce phénomène à travers justement l'outil qu'est le génosociogramme, une cartographie des répétitions familiales à travers les générations.
Mais c'est important, on va dire, de ne pas se mettre trop de poids dans ce travail de constellation. Parfois, j'ai des personnes qui se demandent comment elles vont faire parce qu'elles n'ont pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire de leurs ancêtres. Parfois, on a même du mal à dire les prénoms ou les dates de naissance, ne serait-ce que des arrière-grands-parents ou parfois même des grands-parents. Et quand il y a des adoptions, ça vient encore complexifier les choses. En tout cas, dans la manière dont je travaille, c'est pas bloquant de pas avoir un arbre généalogique complet. Au contraire, parfois c'est un indice. Les personnes qui manquent, on va les retrouver autrement dans des symptômes physiques, dans des sensations. Et le fait de redonner sa place à la personne pendant la constellation va être très important, qu'on ait son prénom ou pas. Donc on fait avec ce qu'on a en termes d'informations, et le plus souvent c'est le corps et c'est le moment de la constellation lui-même, parce qu'on a des informations qui nous viennent d'ailleurs et pas du mental, qui nous sont données pour nous aider. Donc il n'y a jamais lieu de s'alarmer, c'est toujours juste. Au moment où on entre dans ces espaces, il y a quelque chose de plus grand que nous qui agit, et qui agit pour le bien des vivants et des générations à venir. Donc aujourd'hui, on aborde un sujet qui est vaste. Il y aurait des centaines de thématiques à aborder. Mais il y a quelques petites parenthèses que j'ai envie de faire pour vous donner des clés toutes simples. Déjà, la première, c'est de regarder ou interroger sur la manière dont vous êtes né. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y avait un cordon autour du cou? Est-ce que au moment de la naissance, vous avez été posé sur la maman, ou est-ce que vous avez été emmené loin et durablement, voire même dans un autre établissement hospitalier? Tous ces moments-là où vous passez d'une totale fusion à une séparation, qu'elle soit partielle ou complète, courte ou longue, c'est des moments très structurants psychologiquement et qui peuvent expliquer beaucoup de choses que vous pouvez vivre émotionnellement, ou en termes de schéma relationnel, ou en termes de crainte au niveau affectif, et même des fois des difficultés physiques. Il y a des maladies, notamment les maladies de la peau, qui révèlent beaucoup la frontière entre soi et le monde, et donc comment le contact a été perdu à un moment donné avec ce qu'on avait identifié comme une sécurité ou un amour infini, c'est-à-dire le lien avec la maman, ou des fois les deux parents, quand il y a par exemple une naissance prématurée. Donc déjà, ce premier paramètre est important. Aussi, et c'est fait encore écho à la constellation familiale et au transgénérationnel, on a le choix du prénom. Regardez si dans vos prénoms, que ce soit le prénom principal ou les prénoms secondaires, il y a les prénoms d'ancêtres. Le prénom est bien plus qu'un nom, en fait. C'est donner un prénom à un enfant, c'est un acte qui est chargé, c'est un des actes, on va dire, les plus chargés symboliquement pour la vie d'un parent ou d'un parent en devenir. C'est un choix qui est rarement anodin. Quand on choisit un prénom et qu'il appartient déjà à la lignée, que c'est le prénom d'un ancêtre par exemple, on convoque des références affectives, des souvenirs, des admirations. Et ce prénom parfois peut porter des dynamiques transgénérationnelles très profondes. En psychogénéalogie, le prénom est vraiment un vecteur de transmission très puissant, qui est parfois un programme à part entière. Ça ouvre un champ, un destin, une histoire en particulier. Donc moi, de mon expérience, le conseil que je donnerais, c'est premièrement d'éviter, si possible, et si le cœur y est, de donner le prénom d'un ancêtre. C'est parce que quand on donne le prénom d'un ancêtre, surtout si cet ancêtre a eu une vie difficile, quelque chose de non résolu, une émotion qu'il n'a pas pu dépasser, ou un parcours de vie qui n'a pas été totalement abouti sur le plan personnel, eh bien, le prénom d'un aïeul, ça va créer une identification transgénérationnelle. L'enfant, même symboliquement, est mis à la place de cet ancêtre, ou placé comme la continuité de cet ancêtre, et inconsciemment, il va répéter son destin, ses schémas, parfois ses souffrances, soit par loyauté de clan, soit par confusion des places. C'est ce qu'on appelle la duplication du karma familial, ou la transmission des schémas familiaux. Et donc, pour limiter cette possibilité-là, ça peut être bien d'éviter de donner un prénom identique. Et tout à l'heure, je vous parlais de Anne-Ancelin Schutzenberger, et dans ses travaux cliniques, elle a aussi documenté ça, notamment le fait que des patients qui portaient le même prénom qu'un ancêtre avaient rejoué les ruptures, les maladies, les blessures de celui ou celle dont il portait le nom, mais aussi que on retrouvait une reproduction à l'âge identique de certains événements très marquants, que ce soit des maladies, dans les cas les plus graves des décès. Donc vraiment, on peut se dire comment je peux honorer un ancêtre ou mon ancêtre qui me tient à cœur sans créer de confusion transgénérationnelle. Et pour ça, il y a des solutions, des petites astuces qui permettent de respecter votre envie tout en donnant peut-être une base plus ouverte à votre enfant.
Souvent, l'astuce qui est utilisée, c'est de donner le prénom en deuxième prénom plutôt qu'en premier. Moi, mon ressenti, c'est que ça va transférer l'héritage de l'ancêtre, non pas sur la partie principale du bébé, c'est-à-dire pas sur sa partie consciente, mais sur sa partie inconsciente quand c'est deuxième ou troisième prénom. Donc ça reste un choix à part entière qu'on fait de soi-même en ressentant ce qui est juste, mais des fois ça peut être bien de créer peut-être une variante du prénom qu'on voulait choisir initialement, peut-être avec une variante phonétique, une variante d'orthographe, ou un prénom qui est proche mais pas du tout identique, et honorer l'ancêtre de cette manière-là. Ou au contraire, au lieu de passer par le prénom, on peut transmettre un objet, une photo, une parole consciente. Par exemple, tu es prénommé tel prénom, mais tu portes en toi la lumière de ta grand-mère que nous aimons ou que nous avons aimée. Voilà, de créer un lien de gratitude, mais sans forcément que ça donne à l'enfant une identification forcée sur le long terme et tout au long de sa vie. Les autres points d'attention sur le prénom en transgénérationnel qui peuvent vous aider, c'est de voir ce phénomène des prénoms en cascade. Si vous voyez dans votre arbre qu'un prénom revient 3 ou 4 fois à la suite dans une même lignée, donc 3 ou 4 générations, ça va signaler souvent une loyauté très forte à un ancêtre fondateur. Et ça va être le signe qu'il est très important d'aller explorer qui était cette personne, qu'est-ce qu'elle portait, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu résoudre que peut-être un vivant va pouvoir faire. Donc que ce soit en transgénérationnel, en numérologie karmique tibétaine, chaque prénom vibre à une fréquence particulière qui interagit avec le chemin et le karma d'une personne. Et donc cette dimension-là, elle est très importante, et donc faut bien se dire qu'un prénom, c'est parfois une énergie qu'on impose à un être qui est là. Et ça peut être bien de faire ce processus de nommer un enfant de manière peut-être consciente et en ressentant au fond de soi ce qui est juste. Donc le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, des fois parfois en tout cas c'est un prénom qui lui appartient vraiment, qui lui donne le message: tu es toi, tu es libre, et tu as le champ ouvert pour être uniquement toi-même. Maintenant, ça me paraît important de faire une parenthèse sur le moment initiatique, ce seuil où un être devient parent. Passer de femme à mère, passer d'homme à père. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'on devient uniquement une mère ou uniquement un père, mais il y a ce processus dans les premières années de l'enfant où on devient soi-même quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. On appelle ça aussi en anthropologie la matrescence, cette transformation psychologique, identitaire, spirituelle qu'une femme, par exemple, traverse lorsqu'elle devient mère. Ça a été aussi introduit par Dana Raphael dans les années 70, remis en lumière par des chercheurs plus contemporains. Mais c'est un processus en fait qui peut être aussi bouleversant que l'adolescence, mais qui est moins bien reconnu socialement. Devenir mère, c'est un peu mourir à une ancienne version de soi pour renaître dans une identité totalement nouvelle qu'on va intégrer un peu à tâtons. C'est un peu ça aussi qui peut faire peur à certains moments. Et c'est un vrai passage, une vraie initiation. Et comme toute initiation, ça peut venir avec des épreuves, des doutes, des sentiments d'être déstabilisé. Et donc, sur le plan spirituel, ce que ça crée, et je l'ai un petit peu évoqué un peu plus tôt, c'est qu'il y a un passage inconscient qui s'élargit vers les lignées précédentes. En devenant mère, une femme entre en résonance directe avec toutes les mères qui l'ont précédée dans sa famille. Sa propre mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, toutes celles qui ont vécu ce passage avant elle, que ce soit dans la joie ou non, sont un petit peu plus présentes sur le plan inconscient qu'auparavant. Et puis, dans ces moments-là, et on le voit souvent en thérapie ensemble, l'une des dynamiques les plus puissantes qui s'active pendant le temps de la grossesse, des 9 mois de gestation d'un enfant, c'est la relation à notre propre mère. Les blessures relationnelles, les manques, les conflits non résolus, ou parfois un amour très fort et très sain, se manifestent à ce moment-là, avec une intensité nouvelle. Devenir mère réveille aussi en profondeur l'enfant qu'on a été soi-même. Et dans ces moments-là, c'est très intéressant de vraiment bien s'écouter, s'observer, regarder ce qui émerge, et ne pas le laisser prendre tout l'espace, juste le noter comme une information et peut-être en faire quelque chose dans un travail de développement personnel ou spirituel. Et donc, ici, ceux dont on parle un peu moins, mais qui vivent un passage tout aussi profond, c'est ceux qui deviennent pères. L'initiation à la parentalité ne touche pas uniquement les femmes, ça c'est pas un scoop. Et les futurs pères aussi peuvent traverser ce chemin intérieur avec des peurs qui sont elles aussi issues de leur lignée familiale ou de leur propre vécu. Des peurs de ne pas être à la hauteur, des manques vis-à-vis de leur propre père, des ambivalences face à la responsabilité qui arrive. C'est vraiment tout un nouveau positionnement
également, pour le futur père. Et lui aussi peut trouver dans certaines méthodes, y compris la constellation familiale, un espace assez précieux pour explorer et aussi libérer des héritages qui peuvent se révéler bloquants dans le développement de cette nouvelle identité paternelle. Et du coup, peut-être les petits conseils que je pourrais vous donner pour traverser ce passage avec conscience, c'est d'honorer le principe même de notre existence qui est l'impermanence. La femme par exemple, en devenant mère, la femme que vous étiez n'a pas disparu. Elle s'est juste transformée. C'est un petit peu comme quand on regarde une rivière, on sait que cette rivière, elle contient aussi peut-être un glacier, un nuage, une forte tempête, une particule d'air chargée d'eau. Il y a tout dedans. Et donc, il y a toutes ces femmes en vous aussi. Et l'idée, c'est d'accueillir cette transformation sans chercher à revenir en arrière. Il ne s'agit pas d'un deuil, il s'agit d'une évolution. Et donc, quelque chose que j'ai déjà vu qui est très intéressant, c'est d'avoir le réflexe de parler à votre enfant dès la grossesse. Lui dire votre amour, vos espoirs, vos peurs si nécessaire, parce que verbaliser, elles sont toujours mieux que tues. Et cette communication consciente va créer un lien d'une profondeur rare avant même la naissance. La naissance sera une simple formalité tellement le lien aura été bien nourri auparavant. Et du coup, ça peut être très intéressant aussi de travailler sur le plan subconscient à libérer vos représentations de la maternité parfaite. La vraie maternité, elle est plutôt imparfaite, humaine, magnifique dans ses contradictions, et elle va surtout trouver du sens du moment que l'amour est véritablement présent. Et donc l'idée, c'est vraiment de retenir qu'on ne devient pas parent dans la tête, on le devient dans le cœur, dans le corps, dans les profondeurs de l'âme, par l'expérience très libre et très expérimentale qu'on s'autorise à développer, y compris bien avant la naissance de l'enfant. Et ici, depuis le début, on a beaucoup parlé du privilège d'être enceinte, mais ça me semble important de aussi donner un espace aux femmes qui essayent de procréer et qui ressentent peut-être des blocages à la conception, des blocages expliqués médicalement ou non. Dans les deux cas, c'est important. En fait, là aussi, l'inconscient familial a vraiment son mot à dire, parce que l'inconscient familial, d'autant plus quand il est sur le niveau de nos grands-parents, s'exprime énormément dans le corps. Et donc la fertilité, la procréation est l'un des domaines où le transgénérationnel se manifeste avec le plus de subtilité, mais aussi de puissance. Et donc dans ces moments-là, ça peut être intéressant de se poser quelques questions. Est-ce qu'il y a eu des deuils périnataux non pleurés dans la lignée ? Si on n'a pas l'information, quand on y pense, quand on envisage cette piste, est-ce qu'il y a une émotion qui émerge ? Par exemple, si une femme ou une aïeule a perdu un enfant en silence, par exemple une fausse couche cachée, un avortement non assumé, un enfant mort-né qui n'a jamais été évoqué ou même prénommé, eh bien, cette mémoire de vie non vécue peut bloquer symboliquement la venue d'une nouvelle vie et la lignée, inconsciemment, attend que cette vie soit honorée, reconnue ou pleurée. On trouve aussi des fois des cas d'ambivalence autour du thème de la maternité. Par exemple, une mère qui a souffert d'être mère, une grand-mère qui a sacrifié ses rêves pour ses enfants, une arrière-grand-mère morte en couche. Donc ces mémoires, elles vont créer des associations inconscientes entre maternité et danger, maternité et perte de liberté, maternité et peur, etc. Donc ça va être intéressant ici de travailler sur les croyances, même les plus inconscientes, qui pourraient générer un refus de la grossesse, un refus qui n'est pas voulu mais qui est subi. Et puis on trouve aussi des fois, pour vous aiguiller à nouveau si vous êtes en parcours de fertilité, de PMA, des loyautés invisibles et des interdits transgénérationnels. Pour certaines femmes, par exemple, tomber enceinte signifie symboliquement dépasser sa propre mère. Et cette loyauté-là, elle peut créer un frein invisible qui va devenir physiologique, parfois même sous la forme de pathologies qui vont empêcher une grossesse. Et donc on peut des fois trouver dans certaines lignées des non-dits du type ne sois pas heureuse, la vie est souffrance, avoir des enfants c'est synonyme d'être coincé dans une situation difficile. Voilà, donc toutes ces loyautés, c'est très important de les mettre au jour pour qu'elles cessent de s'exprimer dans le corps et de troubler la fertilité. Et ça, c'est valable pour une femme comme pour un homme. Et donc là, quand on est dans un parcours médical, PMA, FIV, insémination, don d'ovocytes, etc., c'est une épreuve d'une intensité émotionnelle assez rare. Et donc ici, la constellation familiale ou ce travail intérieur ne remplace pas la médecine, il est complémentaire. Ça permet de traverser l'attente plus sereinement et de vraiment traiter tous les aspects. Accompagner le corps, c'est aussi accompagner l'esprit parce que c'est une seule et même unité. Et donc traiter les deuils des tentatives de FIV ou de PMA qui n'ont pas abouti, explorer les représentations inconscientes autour de la maternité et la paternité, renforcer le couple en aidant chacun à se repositionner dans son rôle et sa place de futur parent.
Et tout ça, ça aide et ça permet aussi de mieux accueillir les solutions alternatives qui peuvent se présenter ensuite sur le chemin de ce couple pour mieux accueillir une vie en fait. Et au-delà finalement de cet aspect parfois conceptuel des choses, c'est toujours très important de ramener le cœur, l'amour au centre des choses. Si vous sentez que vous arrivez à faire ce parcours d'analyse de soi avec amour, qu'il y a un amour en vous qui vous motive à dépasser des prédispositions émotionnelles qu'auparavant vous n'auriez pas eu le courage de dépasser. Si vous vous sentez aussi capable de ne pas mettre trop d'attentes sur l'enfant qui vient au monde, de ne pas, même dans votre tête, vous dire j'espère qu'il sera ceci, j'espère qu'il fera ce travail, j'espère qu'il sera pas comme lui ou comme elle, mais le laisser déjà libre dans votre propre tête de toutes ces injonctions, tout ça c'est des manières d'aimer qui sont très concrètes et extrêmement importantes. Et puis, accueillir une grossesse, c'est un moment... j'ai fait un lapsus, mais je voulais dire accueillir une naissance, mais finalement c'est 2 moments de naissance. Accueillir la vie du moins, c'est un moment sacré. Donc dans ce moment-là, n'hésitez pas, malgré les manières modernes qu'on a d'accueillir la vie, à apporter vos propres petits rituels. Dans certaines cultures, par exemple, on lave pas l'enfant pendant un certain temps donné parce que ce qui reste sur sa peau va construire son immunité. Dans d'autres cultures, on va bénir tout de suite, on va prononcer une prière précise, on va accrocher quelque chose au poignet, on va donner un bijou en or. Il y a plein de petits rituels qui sont pour certains ancestraux et certains des simples traditions familiales. Il y a plein de manières de faire de ce moment un moment sacré où on donne tout de suite une protection très particulière, très profonde et très spirituelle à cet enfant qui arrive totalement vulnérable. Et donc, c'est le fait de créer cet espace sacré, c'est très important. Vous pouvez le faire avant, grâce à votre travail intérieur, créer un espace d'accueil conscient, trouver son positionnement de parent, libérer les peurs, libérer les mémoires familiales qui pourraient altérer le processus de la grossesse ou de la naissance. Mais c'est aussi, par exemple, parler à l'âme de votre enfant chaque jour, quelques minutes, dire l'amour, les espoirs, une honnêteté, une communication consciente qui peut créer, comme je vous disais, un lien d'une profondeur rare et préparer la rencontre, parce qu'il y a une rencontre qui a lieu au moment de la naissance. Ça peut être aussi honorer vos ancêtres en créant un espace dans votre foyer, un coin avec des photos de femmes aussi, des bougies, honorer ceux qui vous ont précédés, remercier-les pour la vie qu'ils vous ont transmise et créer un mouvement de gratitude et de libération dans la lignée, ne serait-ce que par ce premier acte symbolique que vous pouvez créer à votre image. Il y a aussi l'idée de méditer sur le lien entre les générations, par exemple visualiser votre enfant qui va naître et derrière lui tous ceux qui ont rendu possible sa naissance, vous, vos parents, vos grands-parents jusqu'aux origines, et envoyer de l'amour à toute cette chaîne de vie, voilà, pour vraiment déjà créer un lien qui soit doux. Et voilà, et après il y a tout ce moment de traverser le travail intérieur, d'oser regarder votre histoire familiale, vous libérer de ce qui n'est pas à vous, et oser accueillir l'enfant qui vient dans la plénitude de qui vous êtes individuellement et non forcément collectivement. C'est toujours maintenant, là, quand il y a la vie qui se prépare, ou quand soi-même on avance dans la vie, sans forcément être une femme enceinte, que c'est important de remettre le sacré au centre. Le sacré, c'est pas un folklore fait pour une élite qui a le temps de méditer. L'aspect spirituel, le sacré, c'est notre nature fondamentale. C'est juste qu'elle est recouverte le plus souvent par l'aspect relatif des choses, nos mouvements émotionnels, nos mouvements mentaux, nos préoccupations pour le passé, l'avenir, etc. Mais avant tout, on est un être spirituel qui vient s'incarner dans ce monde. L'âme qui va s'incarner ou qui s'incarne dans une famille, elle a choisi cette famille, elle a choisi ses parents. Il y a un lien karmique entre ces personnes, parfois très bénéfique, parfois juste plein de défis, mais porteur de leçons. Donc c'est très important d'avoir aussi cette vision-là de la famille ou de l'absence de famille ou de la difficulté à faire famille. Il y a toujours un sens caché, une intelligence ancienne et ancestrale dans toutes les dynamiques. Il y a des causes et des conséquences à tout. Et la connaissance de ces mécanismes, ça nous permet de nous défaire des nœuds dans lesquels on se sent parfois empêtré, ou juste de célébrer le positif qu'on a pu constater dans le système dans lequel on a pris naissance et dans la personne qu'on devient à travers ça. Donc c'est toujours important de voir les choses avec un regard plus ouvert que les simples pensées ou les simples analyses purement mentales.
Donc qu'on ait été dans le ventre de notre maman ou qu'on attende un bébé, les 9 mois, c'est un cadeau, c'est un espace de transformation unique. Il y a beaucoup d'occasions dans ce moment-là de développer un chemin spirituel, initiatique, transgénérationnel, d'alléger les générations passées, d'illuminer les générations à venir. Si vous êtes enceinte, moi le message qui me vient, c'est vraiment que c'est important d'offrir à un enfant qui vient au monde un terrain de vie libre, un terrain de vie lumineux, un terrain de jeu le plus serein possible. Et puis, pour la plus grande partie d'entre nous, c'est très très important quand on a l'impression d'avoir fait le tour de tous les aspects de notre vécu et qu'on reste bloqué avec certains schémas très anciens. Dernièrement, que ce soit dans mon travail personnel ou avec vous, j'ai vraiment vu que ces 9 mois dans le ventre de notre maman où on intègre plein d'informations, le moment de notre naissance et les premières semaines, les premières heures après notre naissance, c'est là que fondamentalement on peut cristalliser notre rapport au monde. Par exemple, ce que j'ai de plus clair là à vous partager, c'est cet exemple d'une femme que je garderai anonyme qui a découvert lors d'une séance récente que sa solitude, le sentiment d'être toujours à part de tout, cette peur qu'elle avait depuis la maternelle d'être seule, de pas être choisie dans les binômes, dans les groupes de travail, même plus tard à l'université, etc. Et ce sentiment d'être seule et de mal supporter d'être seule, d'avoir toujours l'impression que tout est froid, lointain et sans communication authentique, ça venait simplement du fait que dans les 8 premières semaines de sa gestation, sa jumelle est décédée. Et elle ne le savait pas, mais le pouls de son corps nous l'a confirmé. Et dans le travail de libération, eh bien, on a pu voir qu'en fait, tout se situait là. Et c'est pas une idée mentale, c'est quelque chose de ressenti qui a pu se confirmer et qui a pu se libérer. Et en fait, l'avantage, c'est que ça vient pas rajouter une nouvelle histoire triste, ça vient surtout alléger parce que tout d'un coup, ça donne une explication à une souffrance qui a été vécue et ça permet de lever le voile sur la racine, le pourquoi c'était là. Ça permet de donner une présence à une absence, en l'occurrence cette jumelle, qui créait un vide perpétuel et qui faisait qu'on comblait le temps, qu'on se surmenait, que cette personne remplissait le vide de toutes les manières qui rendaient les choses encore plus vides. Et là, le fait de savoir, de donner un prénom, instantanément, ça donne une toute nouvelle perspective de vie, un jour zéro duquel on va pouvoir partir pour avancer. Donc, c'est avant tout un cadeau qu'on se fait de savoir. La formule qui m'avait marquée une fois quand moi aussi j'avais travaillé sur ma propre histoire, c'était que j'avais dit « je suis soulagée de savoir ce que je savais déjà sans le savoir ». Donc en l'entendant, ça n'a pas de sens, mais en fait ça en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on sait mais qu'on n'a jamais juste pu mettre en mots. Et du coup, le corps et les peurs vont les exprimer à notre place. Et le but, c'est qu'on puisse être en bonne santé, qu'on puisse avoir une interaction avec le monde la plus pure et la plus authentique possible et pas dans la survie et la surprotection inutile. Et le but, en fait, il est assez simple, c'est que tous les êtres aspirent à être heureux et à ne pas souffrir. Et là, on s'est concentré sur des êtres qui s'apprêtent à entrer dans notre monde. On s'est concentré sur les êtres qu'on était nous-mêmes avant de pleinement venir au monde et dans notre famille. Mais en réalité, ça ramène à, comme tous les échanges qu'on a ensemble, ça ramène à un seul souhait qui est que tout soit le plus auspicieux, le plus facile, le plus ouvert, le plus libre pour la plupart des êtres humains de ce monde, parce qu'un être humain qui se sent libre est un être humain qui se connaît, un être humain qui se connaît est un être humain qui maîtrise ses états d'esprit et qui va être en capacité d'apporter du bon, de l'amour et de la compassion dans son rapport au monde. Et c'est véritablement ça qui va progressivement le transformer vers un monde encore plus vivable et encore plus beau et encore plus porteur pour les générations à venir. Si après l'écoute de ce podcast, tu ressens le besoin de réagir en commentaire, par mail, d'échanger, n'hésite pas. Ça me rappelle aussi que ce mois-ci, dans le cercle, on a exploré la trame du temps avec tout un protocole pour se libérer du passé.
Alors c'est pas centré sur les mémoires familiales, mais ça peut déjà permettre de s'alléger de ce qui a été vécu dans cette vie pour plus facilement remonter à la mémoire d'avant notre naissance. J'avais travaillé il y a longtemps avec une personne qui était très intéressante spirituellement. Et elle m'avait dit ça, quand tout d'un coup on se met à travailler sur la mémoire de la naissance, de notre gestation, la mémoire cellulaire finalement la plus ancienne qu'on puisse trouver, c'est un bon signe. C'est que tout ce qu'il y a avant a déjà été bien déblayé, c'est-à-dire notre vie adulte, notre adolescence, notre enfance. C'est comme si on remonte le plus loin possible pour aller finalement vraiment résoudre les mémoires de la naissance. Et donc, comme je l'ai présenté quand je vous parlais du cercle, on va aller vraiment de plus en plus profond. Là, ce mois-ci, on a cette trame du temps, on se libère du passé pour revenir dans le présent. Le mois prochain, on a un travail de profond, assez doux et très profond sur les émotions. Et ensuite, on va aller de plus en plus loin. Et vous verrez qu'à un moment du processus, on va aller voir du côté de l'enfant intérieur. Je vais vous transmettre des enseignements assez rares et assez sacrés sur le travail des 5 chakras qui vont ouvrir des différentes perspectives pour notre vie humaine. Et puis à un moment, on arrivera à des choses plus profondes encore, notamment un mois qui va être dédié à la libération des mémoires de la naissance. Ça viendra un petit peu plus tard. Et on aura aussi un travail de libération transgénérationnelle qui se fera de manière collective, mais qui sera complémentaire des constellations qu'on fait ensemble en séance individuelle. Donc on a un beau programme qui nous attend. Mais en attendant, je sais que j'ai été très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. On est au 49e épisode. Je ne sais pas encore ce que sera le 50e épisode, mais j'ai hâte de le savoir. Et comme d'habitude, je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau et je vous souhaite d'être dans la paix et l'amour et que ces 2 éléments si fondamentaux à notre existence puissent aussi rayonner autour de vous. Prenez soin de vous et prenez soin de la vie autour. Et à très bientôt.